Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Il y a plus de 40 ans, Edgard Pisani publiait son ouvrage « Utopie foncière ». Dès sa publication, cet essai est considéré comme révolutionnaire, car démontrant que la propriété décrite dans le Code civil est, en France, le résultat d'un accident historique. Celui qui a été ministre de l'Agriculture, puis ministre de l'Équipement et du Logement, sous la présidence du général de Gaulle, démontre en effet que de nombreuses sociétés vivent et s'épanouissent avec une autre définition juridique et économique de l'appropriation du sol. La propriété, ce fruit de notre histoire, issu du code napoléonien, est pour la première fois remise en cause au profit d'un rapport au sol plus collectif et universel. Avec le recul, cet essai se révèle toujours d'actualité, puisqu'il aborde l'enjeu majeur que représente la maîtrise du foncier rural et urbain, et à travers lui, l'avenir de l'humanité et la fragilité des écosystèmes. 42 ans plus tard, nous voici réunis en notre Assemblée pour débattre d'une proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l'offre de logements accessibles aux Français. 42 ans ont passé, mais les problématiques demeurent et mettent à mal tant la vie quotidienne de nos concitoyens que la viabilité de nos villes et de nos territoires. 42 ans ont passé, nos villes ont grignoté du terrain, mais nos concitoyens font plus que jamais face à une situation douloureuse en matière de coût du foncier et de coût du logement. Le prix du foncier a augmenté de 71% en 10 ans, occasionnant des difficultés pour de nombreux Français à se loger dignement et librement, notamment dans les zones tendues de notre pays. Or, nous l'avons observé à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, le coût du foncier vient in fine grever le pouvoir d'achat des Français et entraver leur qualité de vie. Si, selon l'INSEE, la part des dépenses contraintes dans le revenu des ménages est passée de 12% en 1960 à près de 30% en 2017, c'est bien le logement et les dépenses qui y sont associées qui, en définitive, plombent leur pouvoir d'achat. Et malgré ces dépenses qui ne cessent de s'accroître, les Français ne sont pas nécessairement mieux logés. Au contraire, ils sont souvent relégués à l'écart des zones tendues, engendrant de facto une hausse importante de leurs dépenses en matière de transport. Dans ce contexte critique, cette proposition de loi portée par le groupe du Mouvement démocrate vise à réduire le coût du foncier pour redonner du souffle au budget des Français. Elle vise aussi à replacer les élus locaux au cœur de l'acte de construire la ville, en leur donnant de vrais outils pour mettre en œuvre leur stratégie d'intervention foncière. Cette proposition de loi résulte de la mission que m'a confiée le Premier ministre et que je remercie solennellement pour sa confiance. Je remercie également notre ministre chargé de la ville et du logement, à qui j'ai remis mon rapport comportant 50 propositions. Avant de nous présenter dans le détail les travaux de la Commission des affaires économiques sur les articles de cette proposition de loi, je tenais à remercier très sincèrement l'ensemble des porte-paroles des différents groupes politiques de l'Assemblée pour leur implication sur ce texte. C'est avec humilité que je l'ai abordé et je suis fier d'avoir pu mener un véritable travail de co-construction à vos côtés sur un sujet d'importance majeure pour nos concitoyens et ô combien transpartisan. L'article 1er vise à limiter le recours à l'adjudication pour la cession de biens fonciers et immobiliers du domaine de l'État et des collectivités territoriales. Cette mesure est tout simplement une mesure d'exemplarité pour les acteurs publics qui devront favoriser le recours aux ventes amiables dans la cession de leur foncier afin de limiter l'impact délétère qu'ont les ventes aux enchères sur la formation des nouveaux prix de référence. Car l'adjudication n'est aujourd'hui qu'une modalité parmi la palette de possibilités pour la cession du foncier. L'alternative, les ventes à l'amiable, s'effectuent soit de gré à gré, soit avec publicité et mise en concurrence, sur appel d'offres pour les grands projets, ou bien dans le cadre de ventes notariales interactives. Ce mode de cession permet en outre de valoriser des critères qualitatifs et limite les risques d'augmentation excessive du prix du foncier dans les quartiers sous tension. L'article 2 prévoit la création d'organismes de foncier libres qui favoriseront les projets d'acquisition de logements fondés sur la dissociation de la propriété du foncier et de celle du bâti. Il propose ainsi de développer de façon innovante ce troisième droit de propriété qui vient s'inscrire en complément des deux premiers que sont la pleine propriété classique et le démembrement du droit de propriété qui partage ce dernier entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Alors que le poids moyen du foncier dans le bilan d'une opération d'aménagement atteint régulièrement 30, 40, voire 50% dans les zones tendues, la dissociation permettra de produire des logements à un coût plus accessible pour nos citoyens. Sur le modèle des organismes de foncier solidaires, les organismes de foncier libre permettront de massifier la dissociation en faveur du logement intermédiaire, du logement libre ou encore pour des usages commerciaux ou de services. Afin de prévenir tout risque spéculatif dans la durée,
la Commission des affaires économiques a souhaité que cette activité soit assumée uniquement par des sociétés à capitaux publics ou majoritairement publics. L'article 3 propose la création d'observatoires de l'habitat et du foncier. Il vise à accroître la transparence au profit des élus locaux et des citoyens et à objectiver les évolutions du prix du foncier. Ceci permettra aux collectivités territoriales de disposer des capacités d'analyse nécessaires au pilotage de leur politique foncière. En effet, la mise en place de stratégies de maîtrise des prix du foncier par les collectivités suppose qu'elles disposent de données fiables en la matière, actualisées et consolidées à l'échelle du bassin de vie. Ces observatoires de l'habitat et du foncier, rattachés au programme local de l'habitat, auront comme mission d'étudier les évolutions en matière de foncier sur leur territoire et de recenser les évolutions et de recenser les espaces en friche ainsi que les surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes. Les agences d'urbanisme et les différents établissements publics fonciers pourront bien entendu coordonner leurs expertises au profit de ces observatoires. L'article 4 vise à créer un fonds national pour la dépollution des friches, qu'elles soient industrielles, commerciales, administratives, urbaines ou militaires. La réhabilitation des friches est un combat fondamental, notamment pour lutter contre l'artificialisation des sols. Car optimiser les friches, c'est réutiliser du foncier déjà artificialisé, plutôt que d'utiliser de nouvelles terres. C'est créer des logements et de l'activité économique sans utiliser d'espaces nouveaux. Nous devons donc imaginer de nouveaux outils pour optimiser le foncier disponible et pour recenser, requalifier, dépolluer et valoriser les friches en zone tendue. Sur ces sujets, nous attendons une action ferme et résolue de la part du gouvernement. L'article 4 a pour objet de permettre aux collectivités locales d'avoir recours à une expertise privée pour l'évaluation de certains projets immobiliers. Aujourd'hui, les projets immobiliers des collectivités territoriales sont conditionnés, avant toute entente amiable, à une demande d'avis préalable de la direction de l'immobilier de l'État. Si nous notons les réticences du gouvernement à mettre un terme définitif au monopole des domaines, nous attirons toutefois son attention sur le besoin d'accompagner et de sécuriser les collectivités territoriales dans leurs projets d'opérations immobilières. À ce jour, les méthodes d'évaluation des services de l'État sont régulièrement remises en cause par les élus locaux qui souhaitent pouvoir disposer d'un tel droit d'option. Au-delà de ce dispositif sur lequel nous serons amenés à nous prononcer, nous attendons donc des actions fortes de la part du gouvernement pour améliorer le fonctionnement de la direction de l'immobilier de l'État, afin que les élus locaux puissent véritablement bénéficier de son expertise. La Commission des affaires économiques a ensuite supprimé l'article 6 au profit d'un article 6 bis visant à renforcer la déclaration d'utilité publique réserve foncière. Ce dispositif demeure à ce jour compliqué, donc peu utilisé et uniquement dédié aux acquisitions urgentes. Cet article, sous réserve que le gouvernement adapte le corpus réglementaire en conséquence, permettra aux élus locaux de constituer plus aisément des réserves foncières. Enfin, l'article 7 renforce les mesures de transparence en matière de construction de logements dans le cadre des programmes locaux de l'habitat. Trop souvent, le nombre de logements construits sur le territoire de la collectivité est bien en deçà des objectifs fixés par le PLH. Dans un souci de transparence, tant pour les élus locaux eux-mêmes que pour nos concitoyens, cet article prévoit de créer un compte rendu annuel en conseil municipal et communautaire, présentant les écarts entre les objectifs du PLH et le nombre de logements effectivement livrés au cours de l'exercice écoulé. Cette délibération annuelle permettra de mettre en avant l'évolution de la situation sociale et démographique, mais également les analyses des observatoires de l'habitat et du foncier. De cette manière, les élus pourront plus facilement piloter la mise en œuvre de leurs projets de construction et d'aménagement. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, cette proposition de loi a été pensée pour doter les élus locaux des outils indispensables et en faveur du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Notre ambition est que les Français puissent s'émanciper et retrouver de la liberté dans leur parcours résidentiel. Cette ambition ne doit pas demeurer une utopie, et c'est pour ça que je vous invite à adopter cette proposition de loi. Je vous remercie.